Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 suscite de nombreuses inquiétudes, avec un projet encore fragile, des fondations institutionnelles et humaines qui peinent à s'établir, au moment même où des décisions structurantes doivent s'imposer avec clarté et efficacité. Le comité d'organisation traverse une succession de démissions de cadres dirigeants occupant des fonctions stratégiques. Direction des opérations, direction de la communication, présidence du comité des rémunérations et aujourd'hui celle du directeur général. Des démissions motivées par des désaccords de gouvernance, une concentration excessive des décisions et un affaiblissement des mécanismes de contrôle interne. Ces départs suscitent des commentaires très lourds de sens, dérives, cacophonie, perte de confiance, risques sur les délais et sur les coûts. Le Comité international olympique a lui-même rappelé la nécessité d'un travail collectif et apaisé. Dans le même temps, les collectivités territoriales expriment des inquiétudes croissantes quant à la répartition de l'effort financier, au respect des territoires de montagne et à la prise en compte de leurs contraintes budgétaires. À cela s'ajoutent des procédures contentieuses en matière de démocratie environnementale et de consultation du public qui fragilisent l'acceptabilité du projet. Madame la ministre, pourriez-vous préciser quelles mesures concrètes et calendaires le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir à la fois une gouvernance pleinement collégiale et stabilisée du COJOP, une carte des sites consensuelle et une sécurisation des engagements financiers de l'État et des collectivités qui représentent plus de 40% du budget global. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lozach, merci pour cette question qui me permet de faire écho aux inquiétudes qui sont les nôtres, j'ose le dire. La position du gouvernement, Monsieur le sénateur, est très claire. La gouvernance du COJOP pour les Alpes françaises 2030 doit avancer au-delà des considérations personnel. C'est un projet, vous l'avez dit, qui doit avancer dans le sens du collectif et de manière apaisée. Et nous serons intransigeants sur ce point. Il nous faut poser un cadre de gouvernance stable au service de la réussite de ce projet. Et c'est d'ailleurs l'objet de la mission qui a été confiée, vous le savez, et qui est conduite par Étienne Taubois, qui a été DG de Paris 2024, avec la réussite que l'on lui connaît. Alors, nous attendons les premières recommandations sur cette mission pour le bureau exécutif qui devrait se tenir le 22 février, puis sur un autre bureau exécutif le 19 mars, nous pourrions acter de leur mise en œuvre. Alors, concernant le directeur général aujourd'hui du COJOP, les parties prenantes ont confié au président la responsabilité de conduire aujourd'hui les discussions qui aboutiront à son départ. Les solutions qui seront proposées devront s'inscrire à la fois dans le respect des personnes, des règles de droit, mais aussi de la perspective des recommandations de la mission Taubois et bien évidemment dans l'intérêt général du projet. Par ailleurs, monsieur le sénateur, le succès des JOP Alpes 2030 impose de répondre à certains jalons qui sont à venir et qui sont devant nous. La mise en place d'une gouvernance pérenne, le retour du drapeau olympique et de la délégation le 23 février à Albertville, la signature des premiers partenariats, le retour du drapeau et de la délégation paralympique le 16 mars à Champs-Rousse et également la finalisation de la carte des sites. Nous avons mis un horizon, vous le savez, au mois de juin 2026. Au regard de la validation de ces différents points d'étape, nous pourrons collectivement mesurer la capacité du COJOP à conduire ce projet. Enfin, vous le savez, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, les Jeux olympiques et paralympiques doivent nous transcender. C'est un projet qui est formidable pour notre nation. Je rentre d'ailleurs de Milan où j'ai pu aller soutenir nos athlètes. Je tiens à saluer d'ailleurs la performance aujourd'hui de notre skieuse Perrine Lafont qui vient d'être médaillée en bronze. Merci. Soyez assurés en tout cas que le gouvernement met tout en œuvre avec exigence et que nous veillerons à la réussite de ce projet collectif. Madame la ministre, rapidement, il faut ramener à la fois de la sérénité, de l'ordre au sein de la maison COJOP 2030. Par ailleurs, au regard de ce qui s'est passé en 2024, nous attendons que le président de la République, qui est le garant de la continuité et de la crédibilité de la stratégie nationale pour ces Jeux, précise son rôle et les mesures qu'il entend impulser pour redresser cette situation. Ma question s'adresse au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Monsieur le ministre, le mois de janvier est le mois traditionnel des cérémonies de vœux dans nos territoires. Il est surtout aussi celui du démarrage des vœux pour près d'1 million de lycéens sur la plateforme Parcoursup. Cette année encore, même si l'outil s'est amélioré, Parcoursup demeure pour plus de 80% des lycéens une source de stress. En parallèle de cette démarche, ils enchaînent les salons, les journées portes ouvertes, se laissant souvent capter hors Parcoursup par des filières privées, convaincus ou aveuglés par une solution en apparence rassurante. Certaines structures à but lucratif profitent grandement de la faiblesse des familles dans cette période anxiogène.
Cette question sera abordée dans la foulée des questions au gouvernement au travers de la proposition de loi visant à mettre fin aux pratiques commerciales abusives des établissements privés d'enseignement supérieur déposée par mon collègue Yan Chantrel. Au-delà de ce sujet particulier, il n'en demeure pas moins qu'en 2025, 70% des lycéens avaient sélectionné un cursus en licence. Nos universités vont donc une fois encore, et cela est bien normal, se retrouver en première ligne de l'accueil et de la formation d'une grande majorité des lycéens. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, dans quelle situation de tension financière elles se trouvent. La récente tribune de 60 présidents d'universités alertant la nation témoigne objectivement de la réalité vécue sur le terrain. Au regard de cette situation, vous avez d'ailleurs lancé au mois de janvier des assises du financement des universités annoncées dans le cadre du PLF 2026. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser le cadre, notamment calendaire, de ces assises et les pistes privilégiées pour augmenter à terme leur dotation ? Enfin et surtout, au regard de la précarité grandissante d'un grand nombre d'étudiants, pouvez-vous nous assurer qu'il n'y aura pas d'augmentation des droits d'inscription universitaire à la rentrée prochaine ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur David Ross, laissez-moi tout d'abord reprendre quelques éléments sur Parcoursup. Effectivement, 1 million de jeunes sont inscrits sur la plateforme, dont 800 000 lycéens. Je tiens à vous rassurer, l'an dernier, nous avions les mêmes chiffres, nous avions les mêmes formations et les mêmes volumes de formation. Tous les lycéens qui veulent poursuivre leurs études dans le supérieur trouveront une place sur Parcoursup comme l'année précédente. S'agissant évidemment des universités, je connais votre engagement personnel sur les enjeux universitaires, en particulier dans votre département. Je vous rappelle qu'avec le Premier ministre, nous avons fait le choix de prioriser les questions autour de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec un budget autour de la mission recherche-enseignement supérieur qui augmente de 725 millions d'euros en 2026 par rapport à 2025. Ces moyens permettront de compenser toutes les mesures obligatoires, une très grande majorité des mesures obligatoires qui ont été données aux établissements. Au-delà de cette question, notre modèle de financement des universités est-il satisfaisant aujourd'hui? Doit-il être discuté? Nous pensons que oui. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé avec Amélie de Montchalin il y a quelques semaines les assises de financement de l'enseignement supérieur, enfin des universités, pilotées par 2 personnalités avec 3 objectifs: un état des lieux de la situation financière des établissements, un dialogue sur les contraintes de gestion qui pèsent sur les établissements et qui rendent parfois l'utilisation des fonds disponibles complexe, et puis un repositionnement stratégique de la relation État-université en ayant un dialogue stratégique avec aussi les collectivités territoriales qui très souvent sont très impliquées dans le financement des universités. S'agissant spécifiquement des frais d'inscription des étudiants français, la question de les augmenter à un niveau soutenable en fonction du coût réel des formations est un débat légitime qui a été soulevé par plusieurs présidents d'universités. Pour autant, cette décision ne peut pas être prise sans en apprécier pleinement l'impact et sans un débat largement partagé. Nous ne pouvons pas mettre en place une telle réforme à court terme car les conditions ne sont pas réunies à ce jour. Soutenir l'université, c'est avoir l'ambition de l'avenir, faire le pari de la jeunesse, de sa formation. Oui, cela a un coût important, mais un coût qui ne peut pas être pris en charge par la jeunesse elle-même, mais par la nation, car nous en sommes convaincus, elle sera largement remboursée. Ma question s'adresse au ministre de l'économie. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, toutes les décisions prises par le président américain ont un point commun. Elles nous renvoient, en tant qu'Européens, à nos faiblesses, nos erreurs stratégiques et parfois même à nos lâchetés. 1 an de Trump, une éternité, tant nous sommes passés d'alliés historiques à vassaux. Des accords léonins de Turnberry aux droits de douane délirants et erratiques utilisés comme hochets au gré des caprices du président, nous avons jusqu'ici fait office de victimes expiatoires de nos propres turpitudes. L'Amérique de Trump n'est forte que de nos faiblesses. Comme Machiavel, Trump pense qu'il vaut mieux être craint qu'être aimé. Nous devons donc en prendre acte. Nous devons dénoncer la forfaiture que constitue l'accord de Turnberry conclu entre l'Union européenne et les USA. Nous devons envisager sans tabou toutes les ripostes possibles. Gardons à l'esprit que l'Europe détient 3 600 milliards de bons du Trésor américain, soit près des 2/3 du montant détenu par les investisseurs étrangers. L'instrument anti-coercition que le président Macron a demandé de déployer il y a 1 mois est inadapté aux menaces auxquelles il doit faire face. Vous le savez, il nous faudra au minimum 6 mois et 2 votes à la majorité qualifiée des États membres pour activer notre riposte, quand il suffit de 24 heures à Trump pour nous attaquer par décret.
Vous l'aurez compris, nos outils ne sont pas adaptés à la menace qu'ils sont censés contrer. En annonçant les catastrophes à venir, notre pays est à la fois le Cassandre de l'Europe, mais il doit désormais devenir son prophète en traçant une voie possible pour les éviter. Monsieur le ministre, nous savons que l'ancien ordre ne reviendra pas. Cessons de le regretter, la nostalgie n'est pas une stratégie. Plutôt que de rêver au retour d'un monde qui s'érode sous nos pieds, pouvez-vous nous dire quelles initiatives au niveau européen la France entend défendre pour ne plus rester cantonnée à la réaction, mais enfin passer à l'action? Monsieur le sénateur Cozic, je dois vous avouer que votre question et sa tonalité me surprend un peu. À un moment où la France, je pense que vous le savez, ne cherche ni à être crainte ni à être aimée, mais cherche à s'assurer que l'Europe soit respectée. Dans sa force, nous sommes le premier marché au monde, et dans sa capacité à assumer à la fois sa puissance et son indépendance. La France, par la voix du président de la République, porte ce discours de souveraineté bien avant la réélection de Donald Trump. La France, par la voix du président de la République, a affirmé avec force la volonté de l'Europe et de la France de résister à un coup de boutoir absolument inacceptable qui visait le Groenland, un territoire de l'Union européenne. La France a, je pense, contribué à un recul des États-Unis sur ce point particulier, qui était un point évidemment extrêmement important, selon lequel les États-Unis envisageaient d'utiliser une arme commerciale à des fins géopolitiques, qui plus est destinée à un allié. Alors, je vous rejoins, nous devons faire plus, aller plus loin, aller avec nos alliés affirmer cette puissance industrielle européenne notamment. Vous savez qu'aujourd'hui se tient à Anvers une réunion importante avec le président de la République, le président de la Commission, le chancelier allemand et le Premier ministre belge. Demain, une retraite des leaders également toute importante qui doit montrer que l'Europe, sur les voies de la préférence européenne, sur les voies de l'innovation de la recherche, sur les voies de l'espace, sur les voies de la défense, sur les voies de l'endettement qui va nous permettre ensemble d'investir dans tous ces secteurs, doit affirmer sa puissance. Et là-dessus, moi, si j'ai un souhait, c'est que tous, autant qu'on est, malgré des convictions très différentes sur un certain nombre de sujets, on puisse se retrouver ensemble. Parce que la voix de la France, elle ne porte jamais autant que quand on est rassemblés. Et je pense que sur ce sujet, la souveraineté industrielle, la souveraineté énergétique, la souveraineté géopolitique, la capacité de la France à être un fer de lance d'une Europe souveraine et forte, on doit pouvoir se rassembler. Voilà, je regrette un peu la tonalité de votre question, mais sur les objectifs, je pense qu'on peut se retrouver. Merci, monsieur le sénateur.